Oui, je viens ici pour vous présenter un livre que j'ai écrit sur l'Union européenne après avoir tenu longtemps un blog. Et c'était un blog qui traitait de l'actualité politique en général. Il n'y avait pas forcément de spécialisation. Mais il y avait toujours cette question européenne qui revenait tout le temps parce que c'est vrai que c'était une préoccupation un peu un fil directeur dans mes préoccupations. Et puis bon, quand j'ai voulu écrire le bouquin, j'ai un ami qui travaille avec un éditeur et qui m'a dit « il faut que tu choisisses pour pouvoir tenir dans la durée quelque chose qui te met très en colère ». Donc j'ai choisi ce sujet-là. Et ça me met très en colère. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, et aussi c'est la raison qui fait que je pense que c'est un sujet important, c'est que j'ai l'impression que c'est le cadre en fait surplombant la vie politique à tous égards, dans le domaine économique, mais pas seulement, y compris, que c'est la superstructure qui a un peu confisqué la souveraineté des États membres. Et donc, c'est vrai qu'en créant cet objet qui est l'Union européenne, qui est avant tout un objet technique, on a un petit peu dépolitisé tout le reste. Et la vie politique au niveau national, c'est devenu une sorte de tête de marionnette où on a l'impression qu'on vote à des élections très régulièrement, même pour les élections présidentielles, législatives, on se déplace massivement. Mais on a beau faire ce qu'on veut, enfin on a l'impression que rien ne change, en fait, qu'il y a une espèce d'immobilisme, et que moi j'ai attribué, en y réfléchissant notamment dans ce blog, au fait qu'il existe dans ce cadre très rigide cette superstructure à l'intérieur de laquelle on se meut, mais les marges de manœuvre sont très faibles parce qu'elles nous encadrent de tous côtés. Et donc c'est un fait qui n'est pas, selon moi, le fait du hasard, mais qui tient à la manière dont s'est construite l'Union européenne au départ, et qui a été la victoire de Jean Monnet sur De Gaulle, en fait, à un moment où De Gaulle se positionnait comme le défenseur de l'Europe des nations, et où il avait des velléités de créer une Europe de coopération internationale, notamment via la politique étrangère, via la défense, etc. Et ça a été les plans Fouché, les deux plans Fouché. Monnet, lui, avait plutôt dans l'idée de créer une Europe supranationale, parce qu'il considérait que les nations vouaient nécessairement au nationalisme, et que le nationalisme, c'était la guerre, c'était le souvenir des deux guerres mondiales qu'il avait vécues. Et donc, lui, qui était avant tout un technicien, c'était un marchand, c'était un financier, a songé à ce modèle qui était le modèle d'une Europe supranationale qui se ferait selon la méthode des petits pas, ce qu'on appelle la méthode Monnet, c'est-à-dire une Europe technique où on délèguerait de plus en plus de prérogatives d'ordre technique, d'abord le charbon et l'acier, puis de fil en aiguille d'autres choses, et que l'engrenage des choses techniques finirait par créer une entité politique dont on n'a absolument jamais défini à quoi elle devait ressembler. Est-ce que ça devait être un État fédéral ? Ça n'a jamais été dit. Il était simplement dit qu'on voulait créer un engrenage en imbriquant les économies et le droit des États participants, mais pour aller vers où ? Politiquement, ça n'a jamais été déterminé. Est-ce qu'on voulait faire un pays ? Est-ce qu'on voulait faire une confédération ? On ne savait pas. Il s'agissait de générer des solidarités de fait qui rendraient l'adhésion impossible. Et tout ça s'est fait hors de toute délibération politique. Mais ça, dès le départ, c'est pas le traité de Lisbonne et même le traité de Maastricht, à mon avis, qui ont dévoyé la construction européenne. Il y avait, dès le départ, dans l'idée des pères fondateurs, le désir de soustraire à l'action politique et à la délibération démocratique les grandes décisions. Parce qu'ils les considéraient, parce que ce sont des gens qui considéraient que le peuple était dangereux, que la nation était dangereuse, qu'elle conduisait à la guerre. Voilà. Et donc c'est sur ce socle de la méthode Monnet que s'est bâtie l'Union européenne. Et donc on a eu au fil du temps, l'engrenage, il a fait son travail d'engrenage, c'est-à-dire que des mécanismes techniques ont créé de la technique, qui a créé de la technique, qui a créé de la technique, et on en est là, dans un espèce de magma qui est d'une complexité affolante, avec
avec l'impossibilité de construire un discours politique qui soit avec l'impossibilité d'énoncer un projet. Du coup, se développe sur tout ça un discours moralisateur qui a comme objectif de rendre acceptable le fait qu'on ait délégué les décisions majeures, non plus aux politiques élus par le peuple, mais aux techniciens. Et vous avez tout un discours moralisateur sur le thème « l'Europe c'est la paix »,« si on sort de l'Europe, on sort de l'histoire »,« l'Europe c'est l'union des peuples libres », etc., etc., qui aboutit à des incongruités, comme par exemple le fait d'élargir indéfiniment l'Union européenne sans se poser la question et au simple motif que dès qu'un pays est une démocratie, il a le droit d'entrer. Parce que voilà, c'est l'union des peuples libres. Jusqu'à quand va-t-on étendre cette construction? On ne sait pas trop. Bref, le truc marche un peu sur deux pieds. En fait, c'est d'une part la technique et d'autre part la morale, avec ce discours un peu lénifiant et cet énoncé de principe que personne ne peut contester, mais à aucun moment on se pose la question du projet. Et à aucun moment, surtout, on se pose la question de l'adhésion des populations. Les questions fondamentales de type « Voulez-vous, oui ou non, créer un État fédéral qui s'appellerait l'Europe ?» ne sont jamais posées, en fait. Donc ça n'est pas une entité politique, c'est une entité technique coiffée de morale. Bon. Donc tout ça, à mon sens, nous a mis dans une situation où la souveraineté a été soustraite, et c'est un peu le biais des gens qui parlent de la construction européenne en général, c'est que même ceux qui la dénoncent se positionnent en techniciens, et ce qui fait que le discours est toujours très compliqué, notamment très économiste, et je pense qu'en fait la bonne manière d'aborder le problème, c'est de l'aborder non plus en termes techniques. Combien faut-il de pourcents de déficit public? C'est pas ça. En fait, le vrai problème, c'est celui de la souveraineté. Et moi, c'est la question que je me pose, c'est celle de comment faire pour que le peuple retrouve une souveraineté qu'il a perdue. Et je pense que quand on aborde les questions, même les questions techniques, c'est en ces termes-là qu'il faut les poser. Comment retrouver la souveraineté perdue? Par exemple, quand on parle du droit de l'Union européenne, c'est un sujet que j'ai creusé pour le livre parce qu'il est peu abordé, mais il me semble très intéressant malgré tout, parce que l'Europe, elle s'est construite au départ, c'est quand même une Europe du droit, c'est une Europe qui s'est construite par les traités. Et quand on aborde la question de l'Europe juridique, c'est vraiment bien la question de la souveraineté qui est posée, parce que quand on voit l'édifice, en fait, la manière dont il a été mis en œuvre, l'état du droit. Le droit, c'est un peu de la philosophie politique, au fond. Donc, l'état du droit, à un moment donné, dit assez clairement ce qu'une société est devenue. Or, cette société-là, l'Union européenne, ça a été une absence d'un objet politique dont on espère qu'il adviendra par un mécanisme d'engrenage un peu indéterminé, et cet objet n'est jamais défini. Il n'y a jamais eu en fait d'acte constitutionnel qui fonde un objet politique nommé Europe. Il y a eu des traités internationaux ayant vocation à dépasser les nations, mais qui restent des traités internationaux qui ont été nombreux et qui nous ont liés, y compris de manière presque constitutionnelle. Je ne sais pas si vous avez, si vous lisez le blog par exemple de Frédéric Lordon, il explique souvent ça, que dans les traités, ce sont des éléments de politique publique à part entière qui ont été presque constitutionnalisés, puisque ces traités s'imposent aux États, qui d'ailleurs, quand ils les adoptent, modifient, enfin en tout cas pour la France, modifient systématiquement la Constitution. Et dans ces traités se trouvent des éléments de politique publique qui deviennent de fait quasi constitutionnels. C'est-à-dire que la politique, qui doit normalement s'adapter aux circonstances, elle est figée dans les traités, comme par exemple la politique économique. C'est assez abstrait ce que je raconte, non? Un petit peu. La politique économique qui doit typiquement qui doit
répondre à la conjoncture. On n'a pas la même politique économique si on est dans une situation de forte croissance et si on frise la déflation. Cette politique économique, elle est figée dans des traités qui finissent par former une quasi-constitution, comme par exemple, alors il y a par exemple tout le droit qui encadre la mission de la Banque Centrale Européenne, avec la mission principale qui lui est faite de lutter contre l'inflation, l'impossibilité qui lui est faite de prêter aux États, toutes ces choses dont on voit bien aujourd'hui qu'elles ne sont plus adaptées à la conjoncture. Oui, mais elles sont dans des traités, et ces traités, ils ont été adoptés au prix d'une modification constitutionnelle, ce qui fait qu'en fait, on est quasiment dans le droit suprême. Voilà. Encore, ces traités ont-ils été adoptés, bon, sauf pour le dernier, de manière normale, entre guillemets, dans la mesure où ils font l'objet quand même d'un contrôle démocratique, puisqu'ils sont votés quand même par ratification parlementaire. C'est le propre du traité, donc normalement il est vérifié qu'il est conforme ou pas à la Constitution, et il est vérifié que la représentation nationale, ou quand il y a un référendum, que le peuple est d'accord avec le contenu du traité. Sauf pour le traité de Lisbonne en 2005, qui me semble poser un problème. Alors je sais pas... Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire, mais c'est vrai que le fait que ce traité qui a été rejeté en 2005 de façon très massive, non seulement par le peuple français, mais pas seulement, aussi par le peuple hollandais, aussi par les Irlandais, qu'on a fait revoter une deuxième fois, le fait que ce texte de droit soit rentré au forceps dans le corpus juridique de l'Union, pour moi, ça entache un peu l'ensemble d'illégitimité, mais c'est une question qu'il faudrait sans doute poser à un constitutionnaliste. Bon, c'est un peu le problème en fait du droit de l'Union européenne, c'est qu'il est légal, c'est normal, c'est du droit, mais ils ont réussi à faire en sorte de créer quelque chose d'hyper juridique, d'hyper légal, mais qui n'est plus légitime. Cette construction européenne a généré une distorsion entre la légalité et la légitimité, puisque le droit ne provient plus ni du peuple ni du Parlement. Donc c'est très bizarre. C'est très bizarre comme truc. Ça, c'est pour les traités, mais il y a encore autre chose, c'est... le droit de l'Union européenne, ce ne sont pas seulement des traités, c'est aussi la jurisprudence de la Cour de l'Union européenne, qui était, à l'époque où elle a eu l'action la plus virulente, la Cour de justice des communautés, qui a été créée probablement avec des arrière-pensées politiques de forcer l'intégration, et de forcer une intégration qui ne marchait pas très bien politiquement. C'était à l'époque, dans les années, les principaux arrêts, les plus significatifs de la Cour de justice de l'Union ont été pris dans les années 60, à peu près au moment de la crise de la chaise vide, c'est-à-dire à peu près au moment où l'intégration politique marquait le pas. Et comme ça ne marchait pas comme ça ne marchait pas politiquement, comme il y avait un conflit entre la Commission européenne et notamment la France, les juristes ont pris le relais et eux, ils ont continué l'intégration en pondant des arrêts, mais qui sont des arrêts qui sont de la jurisprudence, c'est-à-dire que ce sont des actes de droit qui ont été pris par eux-mêmes, les juges de la Cour se référant à qui? À eux-mêmes. Donc c'est parfaitement inventé. Et ils ont inventé deux principes dans les années 60, au milieu des années 60, qui ont été le principe de l'effet direct. Dans un arrêt de 1963, ils ont décidé que tous les textes européens s'appliqueraient non seulement aux États, mais aussi aux citoyens directement. C'est ce qu'on appelle le principe de l'effet direct. Et l'année d'après, ils en ont déduit que le droit européen primait sur les droits nationaux. Et ça a été un arrêt qui s'appelle l'arrêt Costa contre Enel, ou peu importe, de 1964, et qui a consacré ce qu'on appelle la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Sauf que
Ces décisions ont été prises par une cour supranationale qui a fabriqué de la jurisprudence à partir de rien et sans contrôle démocratique. Et ça n'a absolument jamais été remis en question et même jamais discuté. Donc il y a vraiment un problème de... L'Union européenne fabrique du droit. Tout ce qu'elle fait est légal. Mais cette légalité a été vidée de sa légitimité démocratique. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc voilà, parler des choses techniques, de choses aussi techniques que le droit, ça n'est pas seulement parler de technique, c'est vraiment faire de la politique. Il y a vraiment un problème de souveraineté nationale et de souveraineté populaire au bout. Donc je pense que pour arriver à intéresser les gens dans un débat qui est quand même assez compliqué et qui décourage, c'est en ces termes qu'il faut poser la question. Ça, c'était pour le droit, mais ce qui est vrai pour le droit me semble vrai aussi pour les questions économiques. Ce sont les plus souvent abordées. Les économistes ont beaucoup préempté toutes les questions européennes. Je pense que ça tient notamment à l'existence de l'euro, qui est quelque chose qui a quand même une valeur symbolique forte. Une monnaie, c'est pas tout à fait rien, on y projette beaucoup de choses. Battre monnaie, c'est quand même au départ le fait du prince. Cette question a une valeur symbolique très forte, et donc c'est vrai que ce sont les économistes qui sont les plus souvent présents dans le débat, mais la question, là encore, est abordée de manière très technique, y compris par les gens les plus hétérodoxes. Il y a eu des débats à une époque pour savoir si on sort de l'euro et que la dette continue à être libellée en euros, est-ce qu'on la remboursera en euros ou est-ce qu'on la remboursera en francs, ou est-ce que... Mais ça, c'est la question, c'est presque subalterne en fait. C'est la question qui se pose, c'est là encore la question de la souveraineté économique, et la souveraineté, bon, d'abord de la souveraineté monétaire, parce qu'on a créé une monnaie fédérale, mais sans État fédéral. Donc, qui la gère, qui a le contrôle sur cette monnaie, qui conduit la politique monétaire de l'Union? Ce ne sont pas des politiques élus, c'est le banquier central. Donc il y a une vraie question de souveraineté monétaire. On le voit bien, enfin, Mario Draghi aujourd'hui, c'est un homme politique, il est au premier plan. Dès qu'il y a un pépin, je ne dirais pas qu'il fait ce qu'il veut, c'est pas vrai, mais il est au premier plan. En tout cas, il a la force de son discours, c'est pas un discours de technicien, c'est un discours politique. Il est très attendu, dès qu'il dit quelque chose, les marchés sont aux aguets. Il n'y a pas un chef d'État ou de gouvernement, à part peut-être Angela Merkel, qui peut se prévaloir d'avoir une telle aura aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est aujourd'hui un banquier et non un élu du peuple qui conduit, et même dans une certaine mesure qui détermine la politique monétaire de la zone euro. Donc il y a une véritable confiscation de cet outil de politique économique. Mais il y a eu aussi, à la faveur de la création de la zone euro, avec la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et de tout ce qui en a découlé, une confiscation de la souveraineté budgétaire. On l'a vu dans les débats récents sur le budget français. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003, le pacte de stabilité et de croissance a été allègrement violé par la France et par l'Allemagne. L'Allemagne avait des difficultés à ce moment-là, elle ne pouvait pas tenir les critères de convergence, donc elle les a mis de côté, et puis elle a rétabli sa situation économique, et tout d'un coup elle s'est dit « Oh, mon Dieu, les autres vont faire pareil !» Donc là, depuis quelque temps, l'Allemagne s'est à nouveau beaucoup braquée sur la convergence, et un peu sous son impulsion, a été votée, après la crise des dettes souveraines qui a entraîné des mesures relativement hétérodoxes, ont été votés des textes au nom barbare, le Two-Pax, le Six-Pack, qui ont eu vocation à renforcer le pacte de stabilité de croissance qui était plus ou moins tombé en désuétude du fait qu'il avait été violé par deux grands pays, en l'occurrence le groupe franco-allemand. Donc ces textes
two-pack et six-pack qui ont été adoptés par le Parlement européen en 2011 et 2013 ont beaucoup renforcé, ont cadenassé en fait les politiques budgétaires. Ils ont beaucoup renforcé le contrôle de la Commission européenne sur les budgets des États membres. Notamment, moi c'est quelque chose, j'en reviens pas qu'on puisse trouver ça normal, notamment dans le cadre d'un calendrier qu'on appelle le semestre européen. Aujourd'hui, les projets de budget sont envoyés à la Commission européenne et ils sont examinés pendant que le Parlement est en train de débattre et même un petit peu en amont. Avant que le Parlement, en octobre dernier, se saisisse du projet de loi de finances de la France, tout le monde savait que la Commission européenne n'en voulait pas en l'état. Donc c'est vraiment... À quoi sert l'Assemblée nationale? C'est terrible. C'est normal qu'à un moment on ait l'impression que les politiques n'ont pas de prise sur le cours des choses. Ils n'ont pas de prise sur ces choses-là, en tout cas. Ils n'ont plus de prise sur la monnaie, les élus n'ont plus de prise sur la monnaie, ils n'en ont presque plus sur le budget. Comment conduire une politique économique? Quand on a perdu ces deux outils-là, il ne reste plus que le coût du travail. C'est le seul outil. Et on le baisse, et on le baisse, et on le baisse. Voilà. À la plus grande satisfaction des marchés de capitaux, qui sont aussi devenus nos principaux banquiers, et qui, en bons marchés de capitaux qu'ils sont, n'ont qu'un intérêt, c'est que la rémunération du travail baisse et que la rémunération du capital augmente. C'est normal, c'est écrit dans les traités. On ne peut s'endetter qu'auprès des marchés de capitaux, plus auprès de la Banque centrale. Donc, ce sont eux qui fixent un certain nombre d'exigences, notamment au travers des taux d'intérêt qu'ils imposent. Ce sont à la fois nos banquiers et donc de fait nos censeurs. Donc il y a là c'est la vie économique presque entière en fait qui se trouve soustraite au débat démocratique. Non. Bon, ça va? Oui, non? C'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui l'action de la Banque centrale. Il s'est passé un truc que Jacques Sapir a décortiqué sur son blog. La Banque centrale a lancé une opération de quantitative easing, c'est-à-dire de rachat des dettes souveraines sur le marché secondaire. Mais en fait, elle s'est heurtée à une opposition très forte de l'Allemagne. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir ça parce qu'au départ, la Banque centrale européenne, elle a été construite sur le modèle de la Bundesbank allemande. C'était l'Allemagne probablement n'aurait jamais fait la monnaie unique. Hein. On le lui a un peu imposé. Il y a un petit bouquin qui s'appelle Le bêtisier de Maastricht. Je ne sais pas si vous avez vu ça entre les mains. C'est un petit bouquin de compilation de toutes les bêtises qui ont été dites pour convaincre les gens de voter le traité de Maastricht à l'époque. Et on voit bien en lisant ça qu'un certain nombre de responsables politiques avaient peur de la réunification allemande. Ils avaient peur. Donc, au principe de la création de l'euro, il y a eu quand même la volonté d'enfermer l'Allemagne dans un système monétaire qui la priverait de l'un de ses principaux outils de puissance, qui était Deutschmark, parce que la réunification allemande a fait peur à pas mal de monde, et en particulier aux Français et à Mitterrand. Donc la France est pour beaucoup dans la création de l'euro, sauf que l'Allemagne, en contrepartie de l'abandon de son Deutschmark, qui était quand même... Enfin, le rapport de l'Allemagne à la politique monétaire, c'est quelque chose de très... Enfin, ils veulent... pour se départir de leur monnaie, il leur fallait quand même des compensations très fortes, et la compensation, ça a été que l'euro devienne en quelque sorte une copie du Deutschmark, c'est-à-dire une monnaie très forte, gérée par une banque centrale indépendante,
avec comme priorité, parce que ça les Allemands ils tiennent beaucoup, la lutte contre l'inflation, parce que l'inflation leur fait très peur, et elle leur fera, je pense, de plus en plus peur, parce que comme c'est une population qui vieillit, c'est une population qui a absolument... Enfin, c'est un pays qui a absolument besoin de préserver son épargne. Une population qui vieillit d'abord n'a pas besoin de la même croissance, et surtout a besoin de stabiliser le montant de son épargne, parce que les Allemands ne veulent absolument pas que l'inflation bouffe leur épargne. Et donc, cette monnaie qui avait été créée sur le modèle du Deutschmark, avec une banque centrale, une banque centrale qui était fabriquée sur le modèle de la Bundesbank, mais cette banque centrale, à la faveur de la crise, elle s'est plus ou moins autonomisée. En fait, elle l'a fait dans un premier temps un tout petit peu sous Trichet, et alors sous Draghi, c'est très flagrant. C'est un peu la Banque Centrale Européenne, c'est un peu la créature qui échappe au Dr Frankenstein, quoi. Et du coup, quand le Conseil des gouverneurs de la BCE vote quelque chose, aujourd'hui, alors que c'est le modèle, le patron de la Bundesbank vote systématiquement non. Et donc il s'est opposé très fermement au projet de quantitative easing, qui a pourtant été réalisé avec des montants qui sont impressionnants, mais avec ce détail que 20% du risque sera assumé par la BCE, et les 80% restants seront assumés par les banques centrales nationales. Donc pour 80%, ce sont les banques centrales nationales qui vont racheter de la dette. Bon, ça s'étiole. La politique monétaire est en train de... C'est une renationalisation. Enfin, on a pris des risques en commun, mais on renationalise la gestion du risque un petit peu. Donc cette construction européenne, elle est fascinante par sa capacité d'adaptation. C'est un édifice technique parfait, parce que ça va tellement nulle part que ça s'adapte à tout, mais c'est increvable. Ça invente toujours des solutions auxquelles on ne s'attendait pas, et ça tient. Et c'est très énervant. Mais ça s'étiole petit à petit. On le voit quand il se passe des choses comme ça. Je vous conseille beaucoup le dernier article sur le blog de Jacques Sapir, il explique ça très bien. C'est une renationalisation de la politique monétaire qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc tout ça pour complaire à l'Allemagne. Et ça aussi, je pense que c'est un sujet, ça a été... Voilà, la question de la souveraineté, si on la pose, il faut la poser aussi en termes de quelle est la hiérarchie des pays les uns par rapport aux autres. C'est triste à dire. L'Union européenne, au départ, c'était une association de pays égaux, mais ça ne l'est plus du tout. C'est devenu un système très hiérarchisé, au sein duquel le pays le plus puissant de fait, c'est-à-dire l'Allemagne, impose sa loi. C'est comme ça. C'est devenu quasiment c'est devenu... José Manuel Barroso a eu un mot assez terrible, l'ancien président de la Commission européenne. Il avait dit c'est un empire non impérial. Il voulait dire par là, c'est un empire qui ne fait pas la guerre. Oui, mais il a dit empire. Et dans un empire... pardon ? Oui, mais elle a été déléguée. L'action militaire a été déléguée un peu à... C'est ça, elle a été déléguée à l'OTAN, et dans cet empire non impérial, le patron, c'est quand même l'Allemagne. C'est la réalité. C'est le seul pays qui a su conserver sa pleine et entière souveraineté. Il y a une hiérarchie des pays, et il y a au sein de l'Union européenne des pays qui sont plus ou moins souverains. C'est très choquant, mais les pays d'Europe du Sud, qu'on appelle les pays périphériques, je ne sais pas pourquoi ils sont plus périphériques que les Baltes, mais ils sont périphériques, nous dit-on, les pays d'Europe du Sud. Bon.
ils sont, enfin, un pays comme la Grèce qui a été mis sous tutelle, qui après avoir perdu un quart de son produit intérieur brut, a été mis sous tutelle de la Troïka qui lui a imposé des choses horribles. Franchement, je ne comprends pas comment les Grecs se sont laissés faire ça. C'est une source d'interrogation. Comment je pense que ça tient peut-être au fait que la démographie de l'Union européenne fait que nous sommes des pays vieillissants. C'est pas... Les révolutions arabes, chez nous, c'est sans doute pas possible, du fait qu'on n'a pas le même pourcentage de jeunes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible ce qu'on a fait à la Grèce, c'est terrible. Et il y a eu personne, et la France a vraiment, à mon sens, manqué à ses devoirs, c'est-à-dire qu'il n'y a eu personne pour le dire. Tout le monde a eu l'air de trouver ça normal. Mais c'est un pays qui, à un moment, a complètement perdu sa souveraineté. C'est un pays qui a été mis sous tutelle. Donc, il y a des pays, en plus de ça, très endettés. Donc, les pays d'Europe du Sud, on les a beaucoup laissés s'endetter à un moment, parce que pendant que l'Allemagne rétablissait une situation économique pas terrible, en faisant de la déflation chez elle, il fallait bien qu'il y ait de la demande ailleurs, donc il fallait bien qu'il y ait de l'inflation ailleurs. Donc le fait que les pays d'Europe du Sud soient en surchauffe, ça allait bien à tout le monde. Ils se sont endettés de manière inconsidérée, mais parce qu'ils ont aussi bénéficié des taux d'intérêt très bas que leur conférait le partage d'une même monnaie avec les pays d'Europe du Nord. Donc cette situation ne dérangeait personne, sauf qu'une fois qu'on se retrouve avec des monceaux de dettes absolument faramineux, ça devient un outil de pression. Qu'est-ce qu'on leur dit en permanence aux pays les plus endettés? Vous avez mal travaillé, vous êtes des parias. Il y a un gars qui a écrit un bouquin sur la dette, David Graeber, il s'appelle. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup d'interviews, et il explique notamment comment il y a une dimension morale dans la dette. Quand vous ne payez pas votre dette, c'est une faute. Donc il y a un discours de culpabilisation permanent sur cette affaire de dette. C'est ne pas payer ses dettes, moralement c'est mal. Donc c'est devenu un instrument de pression à la fois économique et je dirais presque et politique et morale, quoi. Voilà, il y a les pays vertueux et puis il y a les mauvais pays, quoi, les pays périphériques. Bon. Et puis, donc cette hiérarchie confère de fait maintenant à l'Allemagne une supériorité qui est évidente. Parce que, bon, l'Allemagne est un pays qui a réussi, et je pense qu'au départ, elle n'a pas voulu elle a voulu sa réussite, ça c'est certain, elle a opéré sa réunification avec beaucoup de brio, mais elle n'a pas forcément voulu se retrouver en situation hégémonique au départ. Et plusieurs auteurs anglo-saxons emploient à cet égard le terme d'hégémon réticent pour qualifier l'Allemagne. Et ils expliquent que l'Allemagne est un pays qui se trouve, de par sa situation économique et son brio économique, en situation hégémonique de fait, mais qu'elle n'a pas les moyens et qu'elle n'a pas l'envie de traduire cela en une hégémonie politique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de faire son travail d'hégémone, de pays leader, notamment en faisant ce que tout le monde attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle relance sa demande. Qu'elle relance sa demande, qu'elle tire la consommation européenne, bref, qu'elle sème des bienfaits en vertu du statut prédominant qui est désormais le sien. Sauf qu'aujourd'hui, l'Allemagne se trouve dans une situation de leadership mal assumée. C'est ça la notion d'hégémon réticent, c'est un leadership mal assumé. C'est-à-dire qu'elle est OK pour conserver le leadership, mais elle n'est pas tellement OK pour donner les contreparties qui s'imposent au leader. Voilà. Et c'est une situation paradoxale, mais en même temps, cette notion d'hégémon réticent, moi je l'ai repris dans mon livre à une époque, elle m'a beaucoup plu, mais je me demande de plus en plus, bon, d'abord, je crois que je me suis trompée sur Merkel. À une époque, je me suis dit, le salut va venir de Merkel, parce qu'elle est quand même
c'est quand même... Elle n'est pas tout à fait comme les autres, elle fait quand même de la politique. Elle n'hésite pas à aller au rapport de force. Et je me suis dit, celle-là, elle sait à peu près où elle va. Elle finira très égoïstement par nous jeter parce qu'on la dérange. Voilà, parce que tous ces pays qui sont accrochés à l'Allemagne et qui attendent d'elle qu'elle relance sa demande intérieure, ça va finir par... Puis en fait, j'ai l'impression que... Je sais pas, les Allemands, ils sont pris dans une espèce d'entrelac, dans quelque chose qui, eux aussi, les dépasse finalement. Ils peuvent pas assumer. Ils ont une telle phobie de l'inflation, ils ont un tel désir de l'équilibre budgétaire, ils sont tellement orthodoxes qu'ils ne peuvent pas assumer leur devoir de leader, entre guillemets. Et ils ne peuvent pas non plus sortir parce qu'ils ne peuvent pas prendre la responsabilité, étant donné l'histoire qui est la leur, ils ne peuvent pas prendre la responsabilité de faire capoter la construction européenne. Donc ils sont dans une espèce de double jeu qu'on qualifie d'égoïste, mais je ne sais pas... Je pense on est souvent dans le jugement moral. Il y a les pays vertueux. Alors il y a ceux qui disent qu'il y a les pays vertueux et les pays dépensiers. Et puis il y a ceux à l'inverse qui disent qu'il y a un égoïsme allemand, que c'est pas bien, que c'est immoral, etc. J'ai l'impression qu'on est... Jean Monnet a gagné. L'engrenage est devenu fou. Il n'arrête plus d'engrenager. Il n'y a pas... il n'y aura pas... il y a vraiment une volonté allemande de garder la maîtrise de son destin. L'Allemagne est vraiment redevenue une nation, mais il n'y aura pas le truc salvateur de bon allez on arrête quoi. Enfin, du coup j'arrive pas trop à envisager de suite possible, à part une lente dégradation et puis finalement un choc externe. Je me suis demandé si les attentats finalement qu'on a connus n'allaient pas être ce choc, c'est-à-dire un choc complètement exogène. Mais là, je vous dis des choses, je suis absolument pas sûre de ce que je dis. Hein. Je réfléchis à voix haute un peu. Je me suis demandé s'il ne fallait pas un choc externe, pas externe à nos pays, mais qui n'ait rien à voir avec l'Union européenne, mais qui tout d'un coup mette tout en question. Et en France, par exemple, on voit bien que ça met quand même des choses en question. La discipline budgétaire, ok, sauf qu'on va créer 2800 emplois, on va dégraisser les armées moins rapidement, et il faudra aussi de l'argent pour l'école in fine, et il faudra aussi de l'argent pour les prisons in fine. Donc, à un moment, est-ce que le dogme austéritaire, il ne va pas finir sous la pression d'une sorte de retour de l'histoire et de ce qu'elle a de dramatique et de ce qu'elle a d'absolument ingérable par la seule technique? Est-ce qu'on ne va pas finalement voir éclater la superstructure technique parce que l'histoire est tragique et qu'elle va se réimposer à nous, qu'elle se réimpose à nous? Je ne sais pas. J'ai pas de... j'ai pas de visibilité supérieure à celle-là. C'est une idée que je soumets et puis pour le reste, si vous voulez bien, on peut